Je vais donc annoncer effectivement la présentation par Frédéric Dabi, que j'invite à me rejoindre à côté de Marc Cagnard pour le présenter, ainsi que les autres intervenants, donc, que je rappelle. Alexandra Dublanche, la vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la relance de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation. Merci de nous rejoindre. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, en charge de, je rappelle, l'urbanisme, l'architecture, le Grand Paris, les relations avec les arrondissements et la transformation des politiques publiques, tout ça, Emmanuel. Et enfin, Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison. Merci de nous rejoindre. Comment ? Non, tu restes là. Bien, tout a été dit sur ce sondage, donc je pense que maintenant vous avez surtout envie de connaître les résultats, si vous n'avez pas lu déjà la tribune et le papier de César Armand ce matin. Frédéric, ce que je vous propose, ce qu'on fasse, donc, c'est que vous nous présentez les résultats. Vous nous présentez les résultats et on va les commenter tous ensemble. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Qui dit sondage dit méthodologie. On a repris la même méthodologie que lors de l'enquête de 2018 pour pouvoir comparer les résultats dans le temps. Un vaste échantillon d'habitants d'Île-de-France, plus de 1500 personnes, une mini-Île-de-France qui a été constituée selon les critères de sexe, d'âge de profession, de région et de catégorie d'agglomération. Les habitants des deux communes rurales, notamment de Seine-et-Marne, ont été interrogés et l'enquête a été faite fin août dernier. On va passer tout de suite, comme je n'ai que 10 minutes, aux principaux enseignements. D'abord, les perceptions à l'égard du Grand Paris. Et une question peut-être la plus intéressante parce que c'est une question ouverte. On n'a pas suggéré de réponse. Quelle représentation, vous allez le voir, associe-t-on au Grand Paris? Voilà, on le voit. Plus le mot est gros, plus il a été cité par les personnes interrogées. On voit un univers évocatoire riche, malgré le caractère récent de cette métropole. L'entrée des verbatims se fait sur la mobilité, sur les transports. Il y a également, et c'est plutôt encourageant, des perceptions très fortement associées au mouvement, au développement, à la modernité, voire à un certain gigantisme, avec comme avatar, si je puis dire, le mot travaux, qui est cité à un niveau élevé. Mais globalement, on a des représentations positives qui sont plus souvent citées que des perceptions négatives. Deuxième dimension, sur une autre question, l'état d'esprit, quel est l'impact du Grand Paris sur la situation personnelle? Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste en pensant à l'impact des réalisations ou des projets du Grand Paris sur sa situation personnelle? On a un indicateur extrêmement impliquant. C'est plutôt encourageant. Une nette majorité de Franciliens se déclarent optimistes quant à l'impact du Grand Paris. Pour autant, les très optimistes ne sont que 7%. Par rapport à ce que disait le président, par rapport à l'enquête de 2018, on a une érosion assez nette. On était à 68% de personnes optimistes, mais c'est en ligne avec nos indicateurs nationaux à l'IFOP où l'optimisme n'a jamais été aussi faible en cette rentrée, quelle que soit la question posée. Et quand on s'intéresse aux réponses, on a deux clivages qu'il faut bien sûr noter. D'abord, un clivage générationnel. L'optimisme est beaucoup plus fort chez les plus jeunes, 20 points de plus que les personnes les plus âgées. Et puis une différence géographique, ce sont les habitants de la petite couronne qui voient plus l'impact positif pour eux du Grand Paris par rapport aux habitants de Paris et ceux de la grande couronne.
Alors, une autre question intéressante sur les priorités perçues de la métropole du Grand Paris. Vous allez le voir, la hiérarchie, alors vous ne voyez pas tout, mais elle est extrêmement claire. Qu'est-ce qui doit être la priorité de la métropole du Grand Paris? C'est clairement, de manière écrasante, avec 11 points de plus que l'enquête de 2018, l'amélioration des conditions de transport. L'été a été assez compliqué en Ile-de-France pour les transports. On a également cité à une forte majorité l'amélioration de la qualité de vie des habitants. 14 points de plus, qui devance assez nettement l'action en faveur de l'environnement. On n'est pas sur une logique tout climat, c'est cité à un niveau élevé, ça progresse de 18 points par rapport à 2018, mais les questions de transport et de qualité de vie sont les piliers des priorités associées à la métropole du Grand Paris. Notons à quel point la lutte contre le chômage est en bas de tableau. Elle recule de 13 points par rapport à 2018 et c'est en ligne avec ce qu'on a à l'échelle nationale où véritablement la lutte contre le chômage, comparée à la préoccupation du pouvoir d'achat, a quasiment disparu du scope du discours des Français. Alors, deuxième partie, l'immobilier, les attentes en matière d'immobilier et d'abord une question, un indicateur de satisfaction à l'égard de son quartier d'habitation. Une nette majorité, vous le voyez, se déclare satisfait du quartier ou de l'endroit où ils vivent. Alors là aussi, on a une légère érosion de 3 points par rapport à 2018. 31% de personnes pas satisfaites qui souhaiteraient habiter ailleurs, c'est minoritaire, mais c'est non négligeable dans une logique d'extrapolation. C'est plus fort chez les jeunes et il y a bien sûr, diapositive suivante s'il vous plaît, une vraie dissension, un vrai clivage géographique, puisque auprès des habitants de Seine-Saint-Denis, la satisfaction n'est que de 56%. On voit également à l'analyse des résultats l'hétérogénéité s'agissant des habitants de la Grande Couronne, avec une satisfaction très forte en Seine-et-Marne et dans les Yvelines versus une satisfaction moindre en Essonne et dans le Val d'Oise. Et on voit que Paris et les Hauts-de-Seine sont à 2 points près au même niveau de satisfaction. Alors, les anticipations sur l'immobilier, quels effets potentiels du Grand Paris sur le marché immobilier? Et vous le voyez, c'est assez intéressant. On a vu cette primauté accordée à la question des transports. Les Franciliens interrogés établissent un lien solide entre le développement de l'immobilier et la crainte d'un renchérissement de son coût, le développement des transports, et la crainte d'un renchérissement de son coût, puisque vous le voyez, une très nette majorité, quasiment 9 personnes sur 10, considèrent que le développement de nouvelles lignes de transport entraînera une hausse du coût de l'immobilier. Dans le même ordre d'idée, on est à 82% qui considèrent que le Grand Paris ne profitera qu'aux villes desservies par des nouvelles lignes de transport en commun. Donc on a clairement des craintes entre ce lien développement des transports et impact sur le coût de l'immobilier, mais il y a également, vous le voyez, à un niveau très élevé, entre 80 et 68%, des anticipations beaucoup plus positives. L'idée que le Grand Paris va faciliter une plus grande mobilité en Ile-de-France, l'idée que le Grand Paris offrira de nouvelles perspectives de logement, ou l'idée aussi également que ce Grand Paris, ces nouvelles lignes de transport, au cœur des attentes, vont permettre de déconcentrer le marché de l'immobilier parisien. Un seul item ne recueille pas une majorité d'assentiments, mais que 46% des habitants d'Île-de-France considèrent que le Grand Paris peut faciliter l'accès à la propriété des Franciliens, quand on sait que c'est une attente majeure dans l'imaginaire des Français comme des habitants d'Île-de-France, c'est un chiffre encourageant. Alors le président en parlait, quel projet de mobilité? Et on va voir la diapositive suivante. Et c'est vrai qu'on s'en souvient des discours post-Covid, plus rien ne sera comme avant, il y aura un exode peut-être très fort. Ce n'est pas le cas, vous le voyez, venant nuancer ces discours post-Covid de grand exode. On a plutôt une certaine stabilité. 37% des personnes interrogées, c'était 34 en 2018, on est presque dans la marge d'erreur, en tout cas dans l'intervalle de confiance, avec 13% qui le feraient tout à fait, souhaiteraient quitter Paris et sa région, notamment les jeunes, notamment les habitants de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, pas ceux de Paris. Et pareil, ça nuance un discours médiatique sur un grand exode des Parisiens. Paris est en dessous de la moyenne et même en dessous de ce qu'on mesurait en 2018. Le fait de déménager au sein du Grand Paris atteint 20%. On est plutôt sur des chiffres stables ou en baisse par rapport à 2018. Alors la baisse aussi, c'est lié aux facteurs
pouvoir d'achat, aux difficultés de crédit, mais ce n'est pas notre sujet. Et quand on s'intéresse au département dans lequel on souhaiterait déménager, on a une hiérarchie assez proche par rapport à 2018. Seulement, l'écart entre Paris et les Hauts-de-Seine, qui était de 8 points, n'est plus que de 4 points. 21% irait à Paris, 17% dans les Hauts-de-Seine. On voit les habitants, les deux départements de la Grande Couronne dont on parlait, Val d'Oise et Essonne, qui sont moins concernés que la moyenne par le Grand Paris, un peu en retrait. Et quand on s'intéresse, pour finir cette partie, aux attentes prioritaires en matière d'immobilier au sein du Grand Paris, on est sur des attentes assez éclatées, majoritaires seulement sur l'idée qu'il faut davantage d'espaces verts dans les zones résidentielles, sans doute un effet Covid certain sur l'attente très forte d'avoir des logements ouverts vers l'extérieur, avec balcon, terrasse. On est passé du logement bunker ou après le confinement à l'idée de logement ouvert vers l'extérieur. Cette attente a véritablement bondi par rapport à l'avant Covid. Vous le voyez, 41% également pour des logements et des quartiers certifiés de haute qualité environnementale. On est sur cette question de qualité de vie qui est, si je puis dire, la deuxième jambe attendue à l'égard du Grand Paris avec les transports. Alors, ce qui est intéressant par rapport à 2018, c'est le fort investissement des Franciliens sur cette question. En 2018, on avait quasiment un tiers qui nous disait qu'ils n'attendaient rien du Grand Paris en matière immobilière. Là, ils ne sont que 12%. C'est le signe un peu indirect de l'investissement, de l'implication sur ces questions du Grand Paris. Dernière partie qui sera faite en guise de conclusion, à la fois les transports et l'avenir de la région parisienne. Quels sont les objectifs de la métropole du Grand Paris en matière de transport? Et la priorité est claire, elle passe par le développement de nouvelles lignes de métro et RER afin d'améliorer la desserte. On a vu que certains territoires sont peut-être aux marges et abandonnés par le Grand Paris, 67%. On a, vous le voyez, un clivage social très net entre catégories aisées qui surinvestissent ces attentes et catégories pauvres qui les citent nettement moins. Bien sûr, dans un contexte de crispation, j'ai envie de dire quasi obsessionnel en matière de pouvoir d'achat, j'ai rarement vu dans une enquête, dans un contexte de rentrée d'une telle, je dirais, inclination de l'opinion là-dessus, la réduction du coût des transports qui est citée par une majorité de Franciliens. Pas de différence générationnelle, peu de différence selon les départements. Et puis, à 45%, la réduction de l'impact négatif des transports sur l'environnement. Alors, c'est en retrait par rapport au développement de nouvelles lignes de métro et à la question du pouvoir d'achat, mais c'est cité par toutes les générations. Un des enseignements de cette étude, c'est que les clivages générationnels très forts sur la question environnementale se sont, en tout cas semblent, ça demande confirmation, s'être fortement aplanis. Dernière question qui va servir de conclusion parce qu'elle constitue une sorte de précipité ou de synthèse de ce court exposé. Quels critères diraient que la région parisienne a réussi son changement? Si on se projetait dans le futur, par exemple dans une trentaine d'années, quel serait, je dirais, le changement principal attendu? On le voit, l'enjeu de la mobilité, donc des transports, domine. Les déplacements entre le lieu de travail et le domicile auront été raccourcis. 43%, c'est cité encore plus fortement par les actifs. Ça entre en résonance avec cette attente très fortement portée par les jeunes salariés de passer de la sphère privée à la sphère professionnelle, donc de raccourcir le temps entre leur lieu de travail et leur domicile. Juste après, avec pas de différence encore générationnelle, la qualité de l'air a été améliorée et un sujet qui n'avait pas été évoqué jusqu'alors, mais qui a été central, notamment dans la campagne pour les élections régionales, la sécurité des personnes et des biens a été améliorée, 36%, ça monte à 44% en Seine-Saint-Denis, et c'est très fortement, plus fortement cité par les franciliens de plus de 50 ans. Une fois de plus, et j'en aurais fini mon cher Philippe, en bas de tableau, l'offre d'emploi est plus développée. Aujourd'hui, ici et maintenant, ça n'apparaît pas comme une attente saillante. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, pour cet exercice qui n'est jamais facile de commenter un sondage, donc on peut vous applaudir. Il est très riche, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous interrompre, mais maintenant on va en débattre et vous retrouverez tous les résultats bien sûr dans la tribune. Alors peut-être pour commencer, Marc Cagnard, je vais vous demander de peut-être réagir le premier, parce qu'on a fait ce sondage avec les notaires. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Effectivement, une attractivité qui demeure forte du Grand Paris et de Paris,
Paris Centre également. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'immobilier, des projets, des jeunes ou des plus âgés? Il y a des problématiques de transmission aussi, parce que les prix sont très élevés. Je ne sais pas s'ils vont baisser, mais en tout cas, ils sont très élevés. Et on le voit bien, ce que montrent bien, les gens ont bien compris que l'arrivée, en tout cas de la partie transport du Grand Paris, aura des impacts sur la valeur de l'immobilier. Peut-être on va poursuivre le tour de table. Alexandra Dublanche, comment est-ce que vous avez retenu de plus important? Les transports, quand même, on l'a dit. Alors, question évidemment qui est dans l'actualité, il y a ce débat sur le pass Navigo. Est-ce que le prix va devoir monter? Peut-être nous donner quelques éléments peut-être de clarification, de compréhension de ce qui est en train de se passer avec ce projet du Grand Paris qui, évidemment, conduit les gens à demander des transports de meilleure qualité. Alors déjà merci beaucoup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, même si pour nous il n'y a pas énormément de nouveautés dans les combats qu'on mène au quotidien, c'est-à-dire évidemment transport, et on sait très bien que sans transport décarboné, pas de région décarbonée. On était récemment à Stockholm avec la présidente, et s'ils ont réussi à baisser de 45% les émissions, c'est en décarbonant leur transport. Donc c'est un peu notre obsession. Avec la deuxième, et qui est tout à fait liée à ces thématiques, c'est les inégalités. Vous avez mis en avant la différence d'optimisme selon là où on habite. J'ai retenu qu'il était plus important en petite couronne. Et également en grande couronne des diversités selon les territoires. Je me réjouis quand même de voir la Seine-et-Marne qui remonte. Et ça, c'est aussi une des raisons, un des combats de notre présidente, lutter contre ces fractures territoriales. Alors ça, c'est des belles paroles, mais comment on le fait ? Les transports, bien sûr, c'est un des moyens d'y arriver, mais pas seulement. Les transports, c'est pour ça qu'on investit 25 milliards d'euros dans les transports, dans des nouvelles lignes, en mettant des bus propres également, et qu'il y a un gros bilan là-dessus. Alors oui, il y a des questions en ce moment, parce qu'on a beaucoup absorbé à la fois un pass unique qu'on nous a laissé il y a quelques années, la crise du Covid, où on a été malheureusement un des pays les moins aidés sur les transports publics par rapport aux pertes importantes que nous avons faites, parce que je vous rappelle qu'on a maintenu les transports, c'était absolument indispensable. Et maintenant, une explosion du coût de l'énergie que vous rencontrez tous au quotidien et dans vos entreprises. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas faire peser ce coût sur les usagers et que chacun y contribue à la hauteur de ce qu'il peut, que ce soit effectivement l'État, dont nous attendons beaucoup. J'ai attentivement écouté le ministre des Transports hier qui exprimait l'importance des transports publics, mais à un moment, quand on estime
que c'est absolument indispensable, il faut y mettre les moyens, et on a d'énormes manques en Île-de-France là-dessus, puisqu'il manque à peu près 10 milliards d'euros de l'État sur ce qu'on appelle le contrat de plan État-région pour continuer à faire des investissements qui sont absolument nécessaires. On doit poursuivre, on se refuse, nous, de ralentir le rythme, et le sondage le montre bien, c'est une attente forte, on ne peut pas arrêter des transports. Quand il manque 4 milliards sur un projet comme EOL, qui va décloisonner toute la vallée de Seine et des zones aussi très compliquées socialement, on ne peut pas s'arrêter, et donc on essaye de mettre la pression avec les collectivités sur l'État pour que l'État soit aussi à la hauteur de ses engagements. Donc on refuse effectivement aussi de ralentir l'offre. Alors l'offre, elle n'est pas... La collection automne 2022 est au C'est pas moi. C'était une page de publicité. C'est un appel à contribution pour le Pass Navigo. Effectivement, donc du coup j'ai perdu le fil. Mais peut-être pour vous remettre dans le fil, est-ce qu'on... Ça fait peur ce chiffre de 100 € pour beaucoup de gens en période. Est-ce que c'est un chiffre qui est une perspective lointaine ou est-ce que c'est un vrai risque? Quelles sont les conditions de... Non, c'est là où on ne veut surtout pas arriver. 100 €, c'est si on faisait tout porter par l'usager. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu une seule augmentation depuis 2017, alors que le coût de la vie a augmenté de 11%. Donc je voyais dans les priorités en 4e arriver la meilleure gestion de l'argent public. Ça, c'est un peu une obsession aussi de notre présidente. Et si aujourd'hui on continue c'est en baisse, mais ça reste en 4e. Avant le logement, par exemple, ce qui m'a assez étonnée. Et donc voilà, c'est aussi une bonne gestion, et donc faire contribuer chacun sa part. Malheureusement, ça va être les entreprises, les opérateurs, la SNCF, la RATP, l'État principalement, pour justement ne jamais atteindre ces 100 € du Pass Navigo. Mais à un moment, on ne sait plus faire. Quand le coût de l'énergie fait x10 depuis l'été 2020, on ne sait plus faire dans les transports qui sont le plus gros consommateur d'énergie. Emmanuel Grégoire, est-ce que le sondage ne révèle pas la trop grande réussite de votre ville du quart d'heure, de ce concept qui était effectivement très, très intéressant, dont on a vu l'importance dans la crise Covid, mais est-ce que par rapport à l'ambition initiale du Grand Paris, qui était un rééquilibrage au niveau de la région parisienne et notamment de la ville dense, Paris n'est pas devenu trop hyper attractif, au risque finalement de mettre en danger ce projet du Grand Paris? On en reparlera avec vous, bien sûr. Patrick Ollier. Prenez le micro d'à côté. Oui. Je partage mon micro avec la région. D'abord, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'État n'est pas au rendez-vous de la gestion de la crise Covid auprès des collectivités territoriales, en fonction des blocs de compétences de façon différente, mais les régions font face à des problèmes majeurs de leurs autorités organisatrices de transport. Ce sont des déficits qui ont été générés par la crise Covid qui ne sont pas compensés. Et donc, à la fin, il faut les compenser. Et donc, comme l'État n'aide pas, il va falloir activer tous les leviers qui sont possibles. Et ça nous oblige à être très Il faut parler pas trop près du micro. Et très vif. Peut-être n'est-ce pas uniquement à cause de nos bouches. Mais c'est important de le dire parce que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, administrateur Île-de-France Mobilité, soit parce que nous sommes collectivité contributrice, soit représentants divers et variés qui y participent, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne soutiendrons jamais l'augmentation du Pass Navigo, parce que ça voudrait dire faire le tarif unique aligné sur la zone 5. Ce n'était pas exactement notre projet collectif pour cela. Deuxième chose, c'est la question de la fiscalité des entreprises. C'est le versement mobilité et comment il peut être activé. Et le dernier, c'est la contribution des collectivités territoriales, auxquelles il est difficile de demander de mettre plus en la matière. Autre sujet, concernant la préoccupation en matière de transport, elle est fondamentale. Oui, il faut des transports décarbonés. Oui, il faut développer le réseau. Mais il faut aussi travailler, c'est ce que vous sous-entendiez dans votre évocation du concept de la ville du quart d'heure, il faut aussi essayer d'en faire moins de transport. Et c'est l'un des sujets majeurs de l'équilibre. Mais aujourd'hui, c'est un sujet d'inégalité. Je veux dire, entre le bobo qui vit dans Paris-Centre et qui fait du vélo, super. Celui qui doit traverser tout Paris, c'est l'enfer. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui d'équilibre. C'est précisément le sujet. Et de pouvoir d'achat, d'ailleurs. C'est précisément le sujet.
C'est-à-dire que si vous voulez dire aux gens de faire du vélo, vous ne pouvez pas leur demander d'aller de Marne-la-Vallée à Paris en vélo. Vous ne pouvez pas leur demander d'aller de Drancy à Paris en vélo ou de venir du nord de la métropole. La question est aussi celle des équilibres entre bassins d'emploi et bassins d'habitat. C'est fondamental. Nous y travaillons avec la région. Nous y avons travaillé dans le cadre du SCOT. Nous y travaillerons dans les prochaines semaines et prochains mois avec le SDRIF. Notre métropole a un risque structurel qui est connu depuis longtemps. C'est son hypercentralité autour d'un pôle d'attractivité qui englobe une partie du département des Hauts-de-Seine et l'ouest parisien. Et que on observe, c'est peut-être l'un des effets de la crise Covid qui est préoccupant, un renforcement des mécanismes de déséquilibre. Donc oui, il y a une hyper-attractivité extrêmement puissante sur l'ouest parisien et sur la zone, ici les Moulineaux, Boulogne, etc. Et ça, ce sera au détriment des bassins d'emploi qui permettront, entre guillemets, de préserver les transports. Si on ne réfléchit pas structurellement à ces déséquilibres et si on ne met pas tout en œuvre pour les compenser, nous aurons des problèmes parce qu'on ne pourra pas doubler la ligne 1, doubler le RER A, doubler le RER C, etc. Il faut renforcer les mobilités dans la région, mais il faut aussi rechercher à mettre des bassins d'attractivité économique qui permettent de limiter ces déplacements. C'est sûr que les gens, ils veulent de très bons transports, mais s'ils pouvaient, entre guillemets, faire moins de temps de transport par jour pour aller au travail, ils le feraient encore plus volontiers. Il est mort. Bien, on va essayer de continuer quand même le débat. Et juste sur cette question de la ville du quart d'heure, parce qu'il y avait cette idée, et Patrick Ollier va nous en dire quelques mots dans quelques instants, mais de rééquilibrage, c'était ça, le projet du Grand Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas à risque, un peu mis en échec par les évolutions qu'on est en train de voir avec des gens aujourd'hui qui préfèrent peut-être vivre dans Paris que se retrouver aussi loin. On va vous donner le micro. Mais encore une et fois, vous qui vous occupez de l'immobilier à Paris, est-ce que vous pouvez essayer d'agir en ce sens? On parle beaucoup de rééquilibrage, de périphérique, enfin voilà. Par définition, la casser cette frontière, quoi. Ouais, la ville du quart d'heure n'est pas un concept parisien. Il n'aurait pas de sens d'être appliqué qu'à Paris. C'est, je crois d'ailleurs, un concept de chrono-urbanisme que tous les maires, à leur manière, et sans forcément en reprendre le mot, portent. Je veux des quartiers de proximité dans lesquels il y a une densité d'usage important, dans lesquels il y a une mixité d'usage important. Et en la matière, tous les maires de la métropole et de la région sont des alliés objectifs. Offrir des commodités de proximité, offrir des services publics qui soient de qualité, offrir évidemment des mobilités douces ou décarbonées qui soient idéalement en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accessibilité et en termes de prix, c'est vraiment un concept clé à l'échelle métropolitaine. Ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir les grandes infrastructures de transport qui créent les aménités entre ces proximités de quartier. Comme je dis, la ville du quart d'heure, ce n'est pas mettre un musée du Louvre dans chaque ville du quart d'heure, ça n'existe pas. Et donc la ville du quart d'heure, contrairement à ce que parfois on pense improprement, ce n'est pas une conception autarcique et endogamique de l'aménagement urbain. C'est une conception de l'hyperproximité qui répond à 80% des usages du quotidien, dans une cohérence de distribution et de lien entre territoires qui fait qu'on a des espaces bien distribués dans lesquels il y a une haute qualité de service. Parce que derrière, en réalité, la question des transports, la question du logement, elle est quand même présente de façon importante. La question de l'environnement et du critère qualité de vie, c'est vraiment la ville du quart d'heure, en réalité, le sous-jacent de tout ça. C'est la qualité de vie de proximité, comment je réponds aux besoins de mes habitants de façon efficace au quotidien. Et oui, les transports, c'est fondamental, mais attention à ne pas oublier les autres leviers, parce que le meilleur des transports et le transport le plus décarboné, c'est celui que l'on ne fait pas. Voilà. Et donc, c'est aussi un sujet d'équilibre métropolitain sur lequel Paris fonctionne main dans la main avec les grands acteurs institutionnels, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, les départements, parce que tout ce qui concourt à ces équilibres est bon pour Paris, et ce qui est bon pour la métropole, ce qui est bon pour la région, est bon pour Paris également. C'est vraiment un message que nous voulons porter. C'est un message de partage, c'est un message de coopération et de coordination des actions que nous entendons mener. Merci. Patrick Ollier, 2 ans après la crise Covid, alors qu'on est en train, on peut l'espérer, d'en sortir, le projet de Grand Paris, le projet de métropole du Grand Paris que vous présidez,
Est-ce qu'il a évolué un petit peu du fait des évolutions dont le sondage nous donne quelques indications? Et la prospective, la dernière diapo qui a été présentée par Frédéric, qui donne quand même quelques éléments sur la recherche en fait d'une meilleure qualité de vie, de l'air, de l'environnement et du couple logement-transport. Est-ce que ce projet de Grand Paris, qui était le projet initial en fait, qui était très visionnaire, il est toujours possible? Mais ça va régler une grande partie des problèmes auxquels on se heurte aujourd'hui. Et la région ne peut pas, en claquant dans les doigts, brutalement tout changer, quelle que soit sa compétence. Et c'est vrai que l'État aurait plutôt intérêt à regarder ce problème pour nous aider mieux et pour mettre là où il faut les crédits dont on a besoin. La question est posée. Alors, je termine sur un problème qui est très important pour moi, la qualité de vie. Pour moi, président de la métropole, et pour les 131 maires de la métropole, et pour notre bureau, un certain nombre sont ici, je les en remercie, parce que la qualité de vie, c'est un des combats majeurs de la métropole, parce qu'on a plein dans ses compétences. Et nous sommes en train de mettre en place un système très important. Je vois que le temps passe, je vais être très court. Allez, on parle du schéma de cohérence territoriale qu'on a fait voter à Emmanuel 94% de nos conseillers métropolitains, qui va être la règle de conduite de ces 131 villes pour les années à venir. Et dans ce schéma, on a en partie la réponse aux questions que vous posez sur la qualité de vie. 30% de pleine terre, la renaturation, la désimperméabilisation des sols, etc., etc. Sur la biodiversité, nous avons des lignes directrices du SCOT qui sont extrêmement fortes. Les maires l'ont voté à 94%. C'est dire qu'ils sont conscients de ces difficultés et qu'ils sont conscients des réponses qu'il faut apporter. Ceci est en construction. Mais cette règle du SCOT, maintenant, va être applicable dans toutes les communes concernées. Voilà les réponses en quelques minutes que je peux faire, c'est-à-dire que nous ne restons pas les bras croisés,
Et je remercie Emmanuel Grégoire parce qu'on travaille la main dans la main avec la ville de Paris, parce que la métropole du Grand Paris, c'est quand même la ville de Paris qui est son axe central. Et cette coopération extrêmement forte nous permet de régler un grand paquet de problèmes. Alors sur la qualité de vie, sur l'environnement, on a aussi des aides énormes qui nous viennent de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires. Je les en remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas avancer. Mais dans tous les domaines de l'habitat insalubre, dans la ZFE, on en a parlé hier soir pendant le dîner, la zone à faible émission, que nous sommes en train de conforter, l'installation des bornes électriques, 5000 bornes pour la métropole que nous avons décrétées, etc., etc. Tout ceci sont des initiatives qui ne sont pas très connues, parce que sinon on en aurait parlé, et qui vont apporter des améliorations considérables. Je parle des bornes par rapport à la ZFE, c'est-à-dire sur l'utilisation des véhicules propres, et qui vont aussi changer la nature des choses. On se bat en ce moment pour que l'État puisse apporter une garantie d'emprunt pour les plus défavorisés, pour que ce taux après zéro, ce prêt à taux zéro, pardon, j'ai inversé, qui va être fait pour les plus défavorisés, au-delà des aides que l'on apporte pour acheter un véhicule propre, puisse être garanti par l'État. On n'a pas encore la garantie. On veut la garantie, c'est en discussion. Mais quand même, on donne combien? C'est 18 000 euros pour un véhicule propre et 13 000 euros pour un véhicule d'occasion. Nous faisons de gros efforts pour changer la vie. Nous faisons de gros efforts pour, et je crois que la région aussi s'est engagée dans cette direction, nous faisons tous ensemble de gros efforts pour apporter une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Mais comme je viens de le dire, Philippe, ça se construit. Ça ne se décrète pas, ça ne se claque pas dans les doigts. Hier soir, j'ai assisté à un débat sur le beau. C'est formidable, les débats sur le beau. Mais le problème, c'est que ce qui est beau pour les uns n'est pas très beau pour les autres. Et ça ne se décrète pas, le beau, mais ça se construit. Je termine sur un point. On a lancé le concours Inventons la métropole du Grand Paris. Nous en sommes à la 3e épreuve. Merci aux notaires qui nous aident considérablement. On a aujourd'hui 100 villes qui ont un projet de construction importante, soit un quartier, soit un immeuble, 100 villes, dont maintenant les premières constructions commencent à sortir de terre, 3 ans et demi après qu'on ait lancé le concours. C'est très long, c'est en train de se faire. Et là, nous sommes à la rencontre de tout ce qui est la modernité au niveau de tous les éléments au niveau de l'écologie qui sont pris en compte dans ce concours grâce aux architectes et grâce aux actes que les notaires font signer après. Voilà, nous sommes en pleine construction de tout cela. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre vision, Patrick Ollier. Je voudrais terminer là-dessus, il nous reste 4-5 minutes. Un tour de table, au-delà des enseignements du sondage, vous demandez, Emmanuel Grégoire, Alexandrin, Patrick et Marc Cagnard, quel Grand Paris voulez-vous, finalement, vous, de là où vous êtes, donc depuis Paris, centre, depuis la ville-centre, quelle vision vous avez? Puis on va faire le tour de table. Alors, essayez d'être un peu concentrés. 1 minute chacun. Le Grand Paris, si on se projette. Le Grand Paris que nous souhaitons est un Grand Paris qui allie 3 choses. La qualité de vie de proximité. Deuxièmement, la réduction des inégalités. Elles sont criantes à l'échelle métropolitaine. Et troisièmement, la question d'une citoyenneté commune, ce sentiment d'appartenance. Et sur ces 3 critères, je pense que la demande est forte et que la maturité citoyenne est très forte. Moi, j'ai une anecdote très simple. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, je suis un grand Parisien. J'habitais en Essonne, j'habitais en Seine-et-Marne, j'habitais in fine à Paris. Je commence à avoir habité un peu plus à Paris que dans le reste de la métropole. Quand on va à l'étranger et qu'on nous dit d'où est-ce que tu viens, et ça, quand j'étais tout petit, je ne disais pas je viens de Bagnolet, de Montreuil, de Corbeil-Essonnes, de Tilly en Seine-et-Marne. Je disais je viens de Paris. Je viens de Paris. Le sentiment d'appartenance à cette marque. Et le Grand Paris que nous souhaitons, c'est un Grand Paris qui s'appellera peut-être un jour Paris tout court, et dans lesquels, qu'on soit de Seine-et-Marne, du 16e, du 12e ou de Paris-Centre, on ait le sentiment de vivre dans un espace citoyen commun. Alors moi qui viens du sud de l'Essonne, Alexandra Dublanche, est-ce que je suis un oublié du Grand Paris? Et quelle vision portez-vous? Bonne transition, parce que moi je vais évidemment revenir sur l'équilibre territorial. Et ce qu'a dit Emmanuel Grégoire tout à l'heure, effectivement, les meilleurs transports, c'est quand on n'a pas à les utiliser avec plus de polycentrisme. Alors je sais que c'est un peu une tarte à la crème, mais ça ne passe pas que par les transports. Ça passe par les transports. Par exemple, quand Valérie Pécresse inaugure hier l'électrification de la ligne P vers Provins, oui, c'est absolument essentiel pour décloisonner certaines zones. Et donc c'est un Grand Paris où la qualité
vie soit idéale pour tous partout. Donc c'est effectivement idéal et ça passe par les transports, mais également, par exemple, moi je suis en charge du développement économique, ça va être comment on attire des projets dans des zones plus, des franges de l'Île-de-France. Et d'ailleurs, je préside aussi l'agence d'attractivité de la région. On a réussi, en se fixant des objectifs, à augmenter par exemple de 80% les projets étrangers internationaux qui s'implantent en grande couronne. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ça passe aussi par... Hier, je parlais au dîner avec un jeune dont on avait financé un tiers-lieu à Montgeron, en Essonne. Et effectivement, c'est créer de l'activité locale, parce que quand on finance un tiers-lieu, que les indépendants vont dans ce tiers-lieu, ils font vivre le centre-ville de cette ville-là plutôt que d'aller déjeuner sur Paris ou à la Défense, même si je n'ai rien contre la Défense, où c'est également réfléchir très globalement. Vous voyez, quand on implante des lycées internationaux, par exemple, on a doublé le nombre de lycées internationaux, c'est ne pas tous les mettre dans l'ouest parisien. C'est en mettre un à Noisy-le-Grand, en mettre un à Vincennes, un à Palaiseau et un effectivement à Courbevoie pour équilibrer les chances aussi pour chacun. Et donc, c'est effectivement très transversal. Et je finirai avec tout ce qui est environnemental. C'est ouvrir 700 hectares d'espaces verts, dont la plus grande part en Seine-Saint-Denis, par exemple, sur le précédent mandat, ou un 5e PNR, Parc naturel régional, en Seine-et-Marne. Donc, faire qu'on vive mieux dans ce Grand Paris, c'est vraiment une politique transversale au-delà des transports, pour qu'il y ait plus, effectivement, de chances dans chaque territoire. Patrick Ollier, vous aurez réussi votre mandat si le Grand Paris est... Vous parlez de la métropole du Grand Paris. De la métropole. Merci. Cher Patrick. Oui, j'insiste parce que la métropole du Grand Paris a un sens. Elle est assise sur la zone dense continue. Et elle est faite pour que les maires qui sont les responsables, c'est la métropole des maires du Grand Paris, gèrent d'une manière coordonnée et harmonisée les difficultés que rencontrent ces 7 millions d'habitants dans la zone dense. C'est ça la métropole. Alors, pour l'avenir, je souhaite qu'on continue ce que nous avons engagé, en coopération avec la région, bien entendu, forcément avec les départements. Je ne parle pas de la ville de Paris qui est intégrée dans la métropole, ça se passe très bien, mais aussi avec l'État, dont on a besoin. Et je voudrais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Un des objectifs que la métropole s'est fixé, c'est le rééquilibrage territorial. C'est bien que vous en parliez. Parce que nous avons un fonds d'investissement métropolitain au sein duquel les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers, des subventions que nous donnons sont données à des villes de l'Est et du Nord de Paris, et un tiers seulement à l'Ouest. Je suis maire de Rueil-Malmaison, à l'Ouest. Les 2 tiers des 3 concours Inventons la métropole, dans les 100 villes, sont à l'Est et au Nord de Paris, pas à l'Ouest. Et c'est faire du rééquilibrage territorial avec les moyens que nous avons et l'autorité dont on peut disposer, sans crier sur les toits, mais avec un soutien total de la métropole qui est dirigée dans une gouvernance partagée. Anne Hidalgo est la première vice-présidente de la métropole. Il y a des vice-présidents communistes, verts, républicains, centristes. Et tout ceci se passe, je crois, monsieur le premier adjoint, d'une manière très, très efficace et très coordonnée. Nous n'avons pas de difficulté. Nous avançons ensemble dans l'intérêt des citoyens. Donc tout ce qui a été dit, nous le partageons. Ce que je demande simplement pour l'avenir de la métropole, c'est que l'État regarde les finances de la métropole qui sont indignes d'une métropole de 7 millions d'habitants, mais ça c'est la loi NOTRe et c'est les résultats des débats qu'on a eus à l'époque de François Hollande, indignes. Est-ce que la réforme de la CVAE, quand je pose une question vache, est-ce que la réforme de Macron de supprimer la CVAE ne va pas vous couper les vivres? Il y a quelqu'un qui est contre la métropole, là. Je ne sais pas qui c'est, à la Sono. C'est pas bien, là. Je vais hurler. La réforme, oui, alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que ce serait trop long. Je suis maire, on me supprime la taxe d'habitation, je n'ai plus de levier fiscal. Et tout augmente. Et comment je fais? On supprime la dotation globale de fonctionnement pour les mairies, et on m'augmente, parce que Rueil est une ville dite riche, la péréquation. Au passage, pour celles et ceux qui écoutent ce que je dis, à Rueil, il était de 4 millions d'euros en 2014, la péréquation que je donne au fond. Aujourd'hui, elle est de 15 millions. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est pour toutes les villes qui contribuent à cette péréquation. Je pense que Paris est dans une situation un peu identique. C'est très... Mais bien plus, apparemment, oui, il y a du concurrence.
Patrick Ollier, Alors, sur la métropole et son termine. financement. Oui. Je termine. Et le problème de la CVAE, c'est après la taxe d'habitation prise par les villes, c'est la métropole qui prend ça de plein fouet. Et nous n'avons pas la réponse du gouvernement sur la fameuse compensation. On va nous donner la compensation de l'année N-1, mais la dynamique pour l'avenir et la progression, pour l'instant, aucune réponse nous est donnée. Donc on attend avec beaucoup d'anxiété parce que c'est selon la réponse qui nous sera donnée qu'on pourra disposer des moyens financiers pour aller beaucoup plus loin dans toutes les compétences qui sont les nôtres. On en parlera dans les prochaines éditions. Une conclusion, Marc Cagnard, sur cette table ronde et votre vision du Grand Paris, ce sondage, la leçon que vous en tirez. Quel Grand Paris les notaires veulent? C'est peut-être un Grand Paris où on rencontre toutes les intelligences, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais nous, à notre place, on a juste la prétention de dire que, comme on rencontre tous les acteurs du Grand Paris dans nos études, on essaye de cristalliser notre retour d'expérience. Les propositions sur le logement qu'on a fait l'année dernière vont dans ce sens-là. C'est qu'on a écouté les promoteurs, on a écouté les acheteurs, les vendeurs, les collectivités, et on essaye de faire remonter ce retour du terrain pour alimenter les bonnes idées et essayer d'apporter quelque chose qui permet justement d'avoir un Grand Paris encore plus attractif. Parce que finalement, quand on réfléchit, il y a Paris, New York et Londres, et il n'y a pas d'autres équivalents. Et là, on a aussi fait des propositions pour la transmission, parce que ça aussi, on n'a pas parlé, mais la transmission, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les moyens de permettre aux gens de transmettre leur patrimoine, leurs valeurs. Vous avez une proposition, le pacte Dutreil du logement, c'est ça? Par exemple, en 2 mots, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous avez un logement, vous avez un patrimoine, mais vous avez aussi quelque part une responsabilité sociétale, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un logement qui soit performant énergétiquement et quelque part vous logez aussi des familles. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas qu'on puisse, comme pour les entreprises, favoriser la transmission, mais également permettre qu'un immobilier qui remplisse à la fois des intérêts privés mais aussi des intérêts généraux puisse être transmis à son tour dans des conditions différentes d'autres biens qui n'ont pas du tout la même connotation de remplir un intérêt général. Vous avez proposé ça à Bruno Le Maire, il regarde le dossier. On propose à la terre entière. Il reçoit tout le monde, les assureurs ce matin, peut-être les notaires bientôt. Merci beaucoup à tous les 5 pour cette table ronde passionnante. On va continuer à en parler toute la journée.